une petite remarque sur les slides. Il y a des projets pour lesquels tu as plus ou moins tous les labos qui participent, et des projets d'autres pas. Et donc, ça va... Bon, voilà. Ben oui. Donc, je vais vous parler du projet qui s'appelle GEM. GEM, c'est l'acronyme de Gene Expression Modeling. Donc, c'est la modélisation de l'expression des gènes. Et qu'est-ce que c'est que l'expression des gènes? C'est lorsque les gènes que vous avez dans votre ADN sont activés par la cellule et produisent des molécules qui vont remplir certaines fonctions cellulaires. Alors, vous connaissez tous, par exemple, l'hémoglobine, qui a une combinée de plusieurs gènes, mais qui fait une protéine à la fin qui transporte l'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est une parmi la centaine de milliers ou 200 de milliers de protéines qui existent dans vos cellules et qui sont actives et qui font fonctionner les cellules, effectivement. Voilà. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est comment l'activation se passe. Et on va voir qu'elle se passe en 2 étapes. Et donc, je vais vous parler de ce projet, cet objectif de modélisation. Donc, notre thématique, en fait, c'est d'utiliser de concert 3 types de disciplines. C'est d'allier la modélisation de la physique statistique avec des expériences de biologie à haut débit, qui permettent de surveiller tous les acteurs à un niveau moléculaire dans la cellule, et la puissance d'analyse bioinformatique pour comprendre quels sont les acteurs qui jouent dans la régulation de l'expression gène, qui allument plus ou moins l'expression génique, les mécanismes et la dynamique de ce contrôle de l'expression des gènes. Donc, l'expression des gènes, si on raccourcit vraiment les choses, mais on va rentrer un peu plus dans le détail après, elle se passe en 2 étapes. Les gènes sont situés sur l'ADN, ici représenté par cette double hélice. Ce sont juste certaines portions. Certaines portions sont lues et recopiées dans une autre molécule qui ressemble à la première, qui s'appelle des ARN messagers. Et donc, juste certaines portions sont copiées et transformées dans un alphabet légèrement différent, qui est l'ARN. Mais là, ici, la molécule est simple brun, au lieu d'être double brun ici. Une fois que cette copie est faite, il va y avoir une deuxième étape principale qu'on appelle la traduction. Et elle va transformer, elle va lire cet ARN d'une certaine manière, 3 nucléotides par 3 nucléotides. Et pour chaque 3 nucléotides, elle va associer un acide aminé. Et la chaîne de ces acides aminés va créer les protéines, qui sont elles aussi des chaînes. Le point commun entre ces 2 étapes, c'est qu'à un moment donné, sur un intervalle, sur une région de ces longues molécules, parce que ce sont des molécules assez longues, il y a plusieurs molécules qui viennent se lier et qui lisent et qui bougent le long de ce substrat. Cette molécule, c'est une chaîne, donc il y a un substrat qui est linéaire. Ça va bouger le long de cette molécule et ça va effectuer cette transcription ou cette traduction. Ici, pareil. Pour à la fin aboutir à des protéines en une certaine quantité. Tout ça, ce sont des étapes qui se passent en parallèle, avec plusieurs exemplaires, et donc on va un certain nombre d'ARN qui sont produits, un certain nombre de protéines qui sont produites, et c'est le contrôle de ces niveaux-là qui est caché dans ces machineries qui sont la traduction et la transcription. Donc, ça fait longtemps que sur Montpellier, il y a des interactions entre biologie moléculaire et biophysique. Donc, vous en avez vu quelques-unes aujourd'hui. Il y en avait même avant NUMEV. De même, il y avait des interactions assez fortes entre biologie génomique et bioinformatique. Mais pas d'interaction qui menait les 3 simultanément. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir un couplage entre la production des données, l'analyse primaire des données à haut débit et la modélisation de ces données pour revenir ensuite alimenter les expériences à produire et la manière d'analyser ces données. Au bout du compte, quelque part, c'est un peu un mécanisme pour créer de la génomique intégrative et pour prendre en compte tous les niveaux de l'expression des gènes et plusieurs niveaux cellulaires
afin de mieux comprendre ce phénomène qui est vraiment essentiel. Donc, pour cela, on a 2 partenaires principaux en biologie. Donc, tout à l'heure a été cité l'Institut de génomique fonctionnelle, qui s'occupe des expériences concernant la traduction, principalement, et l'Institut de génétique moléculaire, où on a un collègue et une équipe, plusieurs équipes même, qui s'occupent de ce qui est transcription et d'analyse de données au niveau de la transcription. L'équipe bioinformatique et des collègues de l'IMAG en mathématiques s'occupent de le traitement de ces données et de leur modélisation statistique, tandis qu'en biophysique, on a des gens de biophysique statistique qui vont étudier les processus du point de vue dynamique et modéliser cette dynamique. Donc, j'ai rassemblé quelques mots-clés comme traduction et transcription, évidemment, qui sont les 2 sujets principaux, mais on ne va pas étudier toutes les espèces. Même. On va étudier principalement des espèces eucaryotes, qui sont des espèces dont le génome a un noyau, et on va se cibler des vertébrés supérieurs, parce qu'on a des objectifs d'étudier des phénomènes à l'intérieur du cancer, par exemple. Donc ça concerne principalement l'humain, du point de vue médical, mais pas que. Donc évidemment, on va traiter statistiques, biophysique, on va parler d'algorithmes, de méthodes de détection de corrélation, d'analyse. On va utiliser différents modèles et de données de séquençage à haut débit qui vont fournir la matière primaire d'analyse de la bioinformatique. Donc on a un fonctionnement avec un projet qui au départ n'était pas existant. C'était des interactions qui n'existaient pas vraiment, mais qui ont commencé par des discussions au sein du MEB. Et c'est vrai qu'on a besoin de former ce projet, qui n'était pas formé au départ, et notamment d'identifier tout un tas de questions et d'expériences qui sont faisables dans le cadre de ces 3 ans. Donc on a quelques idées, mais il y en a encore qui sont en discussion. Et aussi, c'est vrai qu'on a des contacts externes, parce que, par exemple, il y a des besoins en imagerie qui ne sont pas inclus dans le projet, et dont on aura besoin à différents niveaux, soit pour confirmer, infirmer les modèles et les résultats de prédiction qu'on a eus. On a des réunions régulières, principalement de 3 types, avec aussi pas mal de journal club pour essayer justement d'expliquer le vocabulaire des uns et des autres dans les différents domaines. Plus précisément, pourquoi ? Parce qu'il y a des aspects technologiques aussi, par exemple, qui doivent être expliqués très bien détaillés afin de comprendre la complexité de ces données-là, par exemple. On a parlé de formation. C'est vrai qu'une chose qui s'est passée, c'est que le responsable d'un des masters qui était impliqué au centre est décédé. C'est Vladimir Norman, donc il ne sera plus là pour nous aider dans cette tâche. Mais on a quand même ajusté nos perspectives. Donc on a fait comme prévu, par exemple, la visite du professeur Dan Wingren qui a donné lieu à 2 séminaires, à des échanges un peu plus grand public. Et on a fait aussi de la formation de l'année dernière, et on a plusieurs plans pour continuer ça cette année, universitaire. Je vous parlerai un peu d'autres perspectives et d'effets leviers tout à l'heure. Du point de vue des résultats, il y a un aspect sur la conformation de l'ADN et le rôle que ça peut avoir avec son évolution et aussi éventuellement les aspects de transcription, la régulation de la transcription, qui ont été étudiés du point de vue bioinformatique. Donc il y a eu des publications. Et du côté de la traduction, on avait commencé un travail auparavant, mais on a utilisé justement des données de séquençage à débit pour garder le biais d'utilisation du code en relation avec les niveaux d'expression des gènes. Voilà. C'est une chose connue, mais qu'on a pu réviser avec des données qui donnent plus de puissance et de précision dans l'analyse. Donc, la dernière fois, je m'étais focalisé sur la traduction. Et je vais vous parler d'abord un petit peu de transcription. Okay. Parce que je vais essayer de montrer au moins le parallèle. Je vais rester un petit peu sur ce slide. Ici, on voit la double hélice d'ADN, okay, tout le long. C'est juste une portion de la double hélice d'ADN d'un chromosome.
D'accord. Et ce que vous ne pouvez peut-être pas lire, mais ce que vous voyez peut-être, c'est qu'il y a des étapes qui sont décrites, et elles sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce sont les étapes de l'initiation de la transcription, le début de la transcription. Juste pour vous faire voir un peu la complexité en termes d'acteurs moléculaires et d'interaction. D'accord. Donc en fait, en traduction comme en transcription, il va y avoir un phénomène d'initiation. On va allumer le processus. Le processus va se dérouler, parce que je vous dis, il y a un acteur qui va lire la chaîne de la molécule, arriver sur une certaine région, arriver au bout, et ensuite se détacher et terminer le processus. D'accord. Donc il y aura initiation, élongation, arrêt. Et ici, c'est juste la partie de l'initiation de la transcription. Et c'est une partie qui est difficile à modéliser, donc qu'on va regarder plus amplement. Donc on voit qu'ici, au départ, il y a des... Hop là, mauvais bouton. On a des éléments de légèrement différentes couleurs, des amplificateurs et des protéines activatrices qui viennent d'abord se lier. Ensuite, il y a tout un tas de facteurs de transcription, les petites boules mauves ici, qui, une fois que ceux-là sont liés, peuvent venir interagir. Elles forment un complexe protéique qui, éventuellement, va relier une région très en amont de la région à traduire, qui est par là, le gène il est là, avec une région qu'on appelle promotrice, qui est ce qu'on pensait être la région de contrôle d'activation de la transcription, mais qui n'est pas la seule. Enfin, ces régions-là et d'autres régions sont impliquées. Et ces acteurs vont reconnaître ces régions et éventuellement lier les deux. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit que la conformation de l'ADN va jouer un rôle dans la possibilité qu'il y ait des contacts et allumage en fait, de la transcription. Ensuite, l'ARN polynase, qui est la molécule qui lie et qui fait la copie de l'ADN en ARN, va pouvoir venir se lier. Et éventuellement, elle a plus ou moins contrecarrée par deux autres éléments qui sont des insulateurs et le fait que certaines régions en amont, légèrement en amont du gène, ou dans le gène ou dans d'autres régions similaires, vont être modifiées par des marques épigénétiques. Voilà, ça c'est juste pour modéliser l'initiation de la transcription. D'accord ? Donc ce qui nous intéresse là, c'est de voir à quel point on pourrait prédire le déclenchement de la transcription, sachant qu'on a des informations partielles, statistiques globales sur les acteurs, les amplificateurs, ce qu'on appelle enhancers, les facteurs de transcription et les marques épigénétiques pour l'ensemble des éléments de tous les gènes dans les cellules d'un échantillon, par exemple. Okay. Et aussi, une fois que l'ARN polymérase est branché là, le temps et la vitesse, en fait, le flux, le débit qu'on va pouvoir avoir le long de gènes, etc. Ça, c'est une problématique qu'on va aussi retrouver au niveau de la traduction. Donc, il y a un parallèle là, sauf que ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes données, ni la même puissance statistique. Tout ça, c'est en fonction des facteurs présents. Ce n'est pas toujours les mêmes, ces facteurs, ces petites boules qui sont présentes, suivant les gènes. Okay, en fonction des marques épigénétiques et de la probabilité d'avoir une conformation où l'ADN se replie et des régions promotrices et d'amplification vont être jointes pour contrôler effectivement cette transcription. Voilà. Donc pour cela, le travail il a commencé, collecte et analyse de données bioinformatiques, parce qu'il y a des très grands projets publics mondiaux qui s'intéressent à ces questions-là, notamment ENCODE et Phantom. Donc ENCODE, la phase 2 est finie, mais Phantom 6, on est déjà à la 6e phase, et c'est quelque chose qui continue depuis plus de 20 ans. Donc on voit là aussi la complexité de la problématique là. Donc on a des données, outre des données de niveau d'expression des gènes, on a des données de probabilité de contact 3D de l'ADN pour la conformation des boucles, que je vous ai montré, et des données de marques hypogénétiques, de densité de modification épigénétique de l'ADN, région par région. On a des profils de densité qui permettent de savoir si les marques sont très actives et vont influer sur la transcription à tel ou tel niveau d'un segment du génome. Et des analyses biostat, notamment des corrélations entre domaines topologiques et composition de séquences, ou la recherche de présence de motifs récurrents qui seraient présents en amont ou près de certains gènes qui auraient la propriété d'être régulés de la même manière, parce que, par exemple, on a besoin des protéines correspondantes au même moment dans la cellule, donc on a intérêt à les contrôler de la même façon.
Donc ça, c'est un travail qui est en cours, dont je n'avais pas parlé au précédent exposé. Je vais revenir un petit peu sur la... vous me dites à quelle heure j'ai commencé? Je ne me souviens plus. Encore 5 minutes. Donc je vais faire rapide sur la traduction. On a ce même processus, un peu comme je l'ai décrite, initiation, élongation, terminaison du processus de transcription. Mais c'est un phénomène extrêmement important. Par exemple, la fait de la traduction, ça revient à consommer 70% de l'énergie de la cellule. D'accord ? Pour fournir les éléments, les facteurs qui effectuent la transcription, on consomme 70% de l'énergie de cette cellule. Quand vous mangez, c'est pour, à un moment donné, faire de la traduction. Aussi, l'importance de la traduction, c'est que c'est la dernière étape. Après, on a vraiment les acteurs qui agissent dans la cellule. Donc, en fait, dans cette succession d'étapes, en fait, c'est un peu une étape critique. Et c'était un peu une étape la moins bien connue jusqu'à présent. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que son adaptation à l'environnement peut être extrêmement rapide. Il peut être de l'ordre de quelques minutes. La traduction dans les cellules peut changer en quelques minutes si l'environnement cellulaire change et s'il y a des signaux qui proviennent de l'extérieur, par exemple. Tandis que la transcription, c'est un module qui s'adapte, mais sur l'ordre de quelques heures. Ce qui est rapide aussi, mais bon, du point de vue de la cellule, ça peut être critique. Et les protéines, il peut y en avoir des quantités énormes, mais il y en a un nombre de types un peu, quand même, au moins un ordre de grandeur plus grand que le nombre de gènes. Donc, si j'ai 5 minutes, je vais d'abord je rappelle ça. La machinerie, tout à l'heure, on avait l'ARN polymérase qui lisait l'ADN et qui produisait des ARN. Ici, c'est le ribosome, en fait. Et ce ribosome, il a la capacité à lire l'ARN messager 3 par 3. C'est vraiment comme ici, 3 GGG de la même couleur, 3 UU de la même couleur, etc. etc. Et on voit l'anticodon complémentaire. AU correspondait à. Donc ici, il y a un anticodon avec 3A qui est chargé sur cette molécule-là, qui rentre dans le ribosome. Et c'est elle qui va permettre l'agglomération d'un nouvel acide aminé à la chaîne de protéique ici, qui est en construction. D'accord ? Donc ça rentre ici, ça charge l'acide aminé, ça l'ajoute à la protéine en cours de construction, et ça ressort ici, avant d'être rechargé pour pouvoir éventuellement retourner ici dans ce cycle, suivant les codons qui sont dans la chaîne. Donc ici, il faut que le ribosome s'assure de la perfection et d'une certaine efficacité de cette traduction. D'accord ? Et celui-là, c'est fait par un code qui est quasi universel pour toutes les espèces. Donc c'est vraiment un processus qui vient de très très loin dans l'évolution, parce que même des bactéries ont des codes identiques à ceux des humains. Donc c'est 3,5 milliards d'années qu'il y a de la vie sur Terre. Il y a probablement ce code a été créé dans les tout premiers temps de l'évolution de la vie. Ce qu'on croyait, pourquoi on s'intéresse à ça, ce qu'on croyait jusqu'à présent, c'est qu'en fait, on avait des ARN, et puis le ribosome était une gentille machine qui faisait exactement ce qu'on lui dit de manière très stable dans le temps et à travers les cellules de l'organisme. Okay, c'était une usine. On avait les ARN qui rentraient, les protéines qui sortaient, tout allait bien et le monde était simple. En fait, la composition du ribosome, on pensait qu'elle était stable, son comportement, on pensait qu'il était stable, et qu'il ne choisissait pas les ARN qu'il lisait, qu'il traduisait, mais qu'il les traduisait tous. Et ça, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Donc ce petit diagramme-là montre une absence de corrélation entre les niveaux de protéines qu'on observe dans les cellules et les niveaux d'ARN qu'on voit qui sont prêts à être, qu'on peut potentiellement traduire dans les cellules. Et s'il y a une décorrélation, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de la traduction, c'est qu'il y a un choix dans la traduction de qui va être traduit et qui va finalement aboutir à créer une protéine. Donc en fait, ce qu'on a observé à différents moments, c'est la composition du ribosome, elle change, parce que c'est une grosse machine moléculaire de plus de 80 éléments, 80 briques, plus ou moins importantes, dont on ne connaît pas exactement le fonctionnement de chacune. Son comportement s'adapte suivant les cellules et suivant l'environnement, et je vais vous en montrer un exemple.
et surtout, il régule, c'est-à-dire il fait du contrôle de l'expression génique, alors qu'on pensait qu'avant, c'était vraiment la transcription qui avait la main, la maîtrise de ça au niveau cellulaire. Donc il choisit les ARN qui traduisent, et tous ne seront pas traduits, par exemple, aussi efficacement, et donc on a plus ou moins de protéines qui sortent de la chaîne des ribosomes. Donc une expérience qui a été faite, tout ça un peu dans la préparation de ce projet, c'est qu'en fait, les biologistes, et pas moi, j'allais dire mais ils ont quelque sorte manipulé la composition du ribosome pour voir son effet à l'intérieur de cellules qu'ils cultivent dans le laboratoire. D'accord ? Et donc ici, on a un contrôle et une agglomération, par exemple, des cellules avec des ribosomes normaux. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'un changement de ribosome où on a supprimé ou modifié, disons, altéré un des composants, RPL13, okay, on voit un fonctionnement et une forme des cellules qui est différent. Il y a moins d'agglomération. Et on voit des cellules qui commencent à apparaître avec des sortes de branches, là, qui s'appellent des pseudopodes. Et ça, si ça ne tue pas la cellule, ça peut la faire changer de façon assez drastique. Et donc, le comportement des ribosomes là change et a un effet vraiment assez immédiat sur la cellule. Donc ça montre l'importance de ce travail-là. Il faut voir que la traduction, ça a aussi des implications au niveau de la ribosomopathie, des maladies qui sont... Je suis un peu aveuglé par la lumière, mais qui proviennent du dysfonctionnement des ribosomes. D'accord ? Et ça a aussi une implication, mais assez peu comprise, dans l'altération de l'expression génique au niveau des cancers. D'accord ? Donc ce qui est expliqué assez longuement dans cet article de revue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a on peut surveiller, on peut prendre un échantillon, prendre tous les ARN qu'il y a dans la cellule et regarder l'ensemble des ribosomes qui sont là. On peut extraire les régions qui sont couvertes par les ribosomes, les obtenir, avoir une expérience de séquençage à haut débit, et toutes les molécules qui sont couvertes par ces ribosomes vont être récupérées. Et on va pouvoir des petites séquences qu'on va traiter de manière bioinformatique pour savoir sur tous les gènes où sont les ribosomes. Et comme on fait ça à l'échelle de tout un échantillon et de tous les ribosomes disponibles dans cet échantillon, on a des millions et des millions de ribosomes étudiés, et on a donc une image statistique de la position de ces ribosomes sur tous les gènes disponibles en cours de traduction. D'accord ? Avec ça, ce qu'on veut faire, c'est faire de la modélisation. Une fois qu'on a ces positions, on peut faire de la modélisation biophysique. Alors, il y a des modèles qui ont été faits il y a plus d'une trentaine d'années, où on a l'ARN ici, les ribosomes qui sont les petites boules bleues, et le processus, on peut le modéliser de manière assez simple. Il y a une probabilité de rentrer, il y a une probabilité d'avancer et de parcourir cette chaîne, c'est-à-dire de sauter d'un codon à l'autre, et une probabilité de sortie. Et ces modèles, on peut les simuler, et aussi on peut les étudier par des méthodes de fit inverse, c'est-à-dire qu'on va leur fournir des données qui proviennent des séquences que je viens de vous montrer. On va voir les positions de ces séquences le long des gènes. Et ça, on va pouvoir deviner les paramètres du modèle en fonction des données réelles. Une fois qu'on a les paramètres du modèle, on peut faire des simulations, comme si on projetait des ribosomes simulés sur tous les gènes en question. Et on va pouvoir étudier la similitude des données simulées et des données réelles pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le modèle. En fait, on sait qu'il y a plein de choses à améliorer dans le modèle, notamment le fait que, comme l'ADN ici, ça peut former des boucles, ça peut avoir une structure particulière. On a ces petites boules qui portent les anticodons et qui reconnaissent les codons, qui sont utilisés une fois dans le ribosome, qui ressortent et qui sont éventuellement réutilisés. Donc on a une réutilisation des éléments. Donc ça dépend de l'espace, est-ce qu'il est plus ou moins confiné ou pas, est-ce qu'on est au bord de la cellule, est-ce qu'on est sur une paroi, etc., etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est améliorer les modèles biophysiques pour pouvoir mieux prédire la rapidité de la transcription et les différentes phases de traduction. Voilà, et je vais m'arrêter là.
je pourrais encore tenir longtemps. Je vais juste finir sur les choses que je vous ai montrées la dernière fois. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Donc, on a recruté sur une bourse un nouveau doctorant. Il y a quelqu'un qui était postdoc dans le projet, qui a un poste au CNRS, c'est Jean-Charles Walter. Il y a un postdoctorat de Damien Paulet qui a été financé sur des crédits IBC. Et il y a aussi un ATER qui a commencé à regarder ces questions-là au L2C. D'accord. On a été aussi... il y a un autre doctorant qui vient de l'IX qui est sur les aspects évolution et conformation de la chromatine. Et puis, on a déposé des projets pour financer notamment des expériences à plus grande échelle. On a quelques-unes qui peuvent être assurées par le financement du LabEx, mais il en faut d'autres. Donc, différents projets. Il y a un réseau COST, un projet Worldwide Cancer Research et un projet INCA qui ont été déposés là, récemment. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Merci.